Bienvenue sur cette table ronde sur la maternité en expatriation organisée par Expat Pro. Nous allons ensemble traiter de toutes les étapes de la naissance, depuis le projet de naissance jusqu'à la reprise du travail, notamment la préparation à la naissance, le projet de naissance, la grossesse, l'allaitement, le sommeil, le postpartum. Bienvenue à nos expertes qui vont animer cette table ronde. Donc, Pauline Fétu, de 9 mois et plus, l'application Pauline est sage-femme française à Londres et a lancé l'application 9 mois et plus pour accompagner les futurs et jeunes parents partout dans le monde, grâce à 3 outils. Un chat 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 avec une sage-femme française pour ne plus jamais rester seule face à ses interrogations, et ce, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Des consultations possibles avec différents pros autour de la périnatalité, pardon, et des ateliers en groupe en ligne. Bonjour Pauline. Bonjour. Élise Armoiry, My Baby Moon. Élise est consultante en lactation IBCLC depuis 5 ans. Elle a également une spécialisation autour des pleurs et du sommeil du nourrisson via l'approche Possum du docteur Pam Douglas. Elle accompagne les parents en visio et propose également des programmes d'information via une appli My Baby Moon. Bonjour Élise. Bonjour. Enfin, Anne-Caron Leclerc de Jardin de Naissance. Anne est sage-femme depuis 20 ans, IBCLC pardon, également, midwife en maison de naissance aux USA depuis 8 ans. Avec sa sœur Alissane, kinésithérapeute spécialisée en périnatalité et coach Pilates, elles ont créé une plateforme digitale, Jardin de Naissance, pour accompagner et soutenir les femmes à prendre conscience de leur corps et de leurs choix. Bonjour Anne. Bonjour. Mesdames, je vous laisse la parole pour cette table ronde sur la maternité en expatriation. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes. Je crois que c'est à moi de démarrer, donc je vais me lancer et devant tous ces visages, voilà. Donc ça me fait très plaisir d'être là aujourd'hui. Et donc on voulait commencer notre table ronde en fait en parlant du projet de naissance. On va un petit peu aborder plusieurs étapes du parcours de la maternité, voilà, chronologiquement, on va dire. Donc voilà, chacune notre tour, on va aborder un petit peu différents sujets et on voulait commencer par le projet de naissance et expliquer un petit peu en quoi ça consiste et qu'est-ce que c'est que ce projet de naissance. Donc, alors déjà, en fonction des pays, ça peut s'appeler projet de naissance, ça peut s'appeler birth plan, ça peut être quelque chose qui est institutionnalisé dans la maternité et on va en parler, ça peut être quelque chose voilà, que vous découvrez par hasard. Mais l'idée, c'est simplement, et c'est voilà, très très simple, c'est de pouvoir exposer vos souhaits pour le jour J. Euh, Par exemple, je prends des exemples très très évidents, hein, mais est-ce que je souhaite une péridurale? Est-ce que j'en souhaite pas? Est-ce que voilà, est-ce que je veux donner le sein à mon bébé? Est-ce que je veux pas donner le sein à mon bébé? Est-ce qu'il y a d'autres chemins aussi pour voilà trouver des entre-deux? Est-ce que je veux faire du pot à pot? Bref, c'est le moment en fait quand on rédige son projet de naissance, quand on le crée, c'est le moment de donner tous nos souhaits. Et évidemment, bah, la grande question, c'est qu'on ne sait pas toujours, voilà, quels vont être nos choix, qu'est-ce qu'on peut avoir envie de faire ou non en fonction du pays ou autre. Et puis, on n'a pas les réponses. Et puis, c'est complètement normal puisque bah, on n'est pas spécialiste dans ce domaine. Et donc, on va devoir découvrir petit à petit tout ce qui se fait et quelles sont nos options. Et donc, ce projet de naissance, moi, j'encourage vraiment tous les couples à le construire avec leur sage-femme. Voilà, où que vous soyez, hein, pour déjà qu'il soit réaliste. Ça, c'est un gros, gros point pour le projet de naissance. Qu'il soit réaliste parce qu'en fonction du lieu où on va accoucher, en fonction du pays, bah, on n'a pas forcément toutes les options à disposition. Donc, on est parfois un peu perdu par rapport à tout ce qui existe. Voilà, donc tout simplement de le construire avec la personne qui nous entoure, qui va nous accompagner au quotidien à la maternité où on va accoucher, c'est vraiment une bonne idée. Comme ça, il sera réaliste. Et aussi, il sera éclairé dans le sens où c'est important de comprendre savoir ce qui peut être fait, ce qu'on peut avoir à disposition dans la maternité où on est, par exemple pour la gestion du travail. Est-ce que c'est possible? Alors, c'est toujours possible d'accoucher sans péridurale, mais est-ce que c'est possible d'avoir certains outils qui peuvent nous aider sur place? Est-ce qu'il y a des baignoires? Est-ce qu'il y a des salles d'accouchement nature? Est-ce qu'il y a des maisons de naissance? Est-ce qu'il y a... voilà. Donc, je dirais, bien connaître l'infrastructure où on va mettre son bébé au monde pour savoir ce qu'on peut avoir à disposition et ce qu'on peut éventuellement nous aussi apporter de la maison en fonction de comment on se sera préparé à la naissance.
Donc tout ça, c'est important pour que ce projet de naissance, il soit voilà, le plus qu'il puisse ressembler à la réalité de notre accouchement, voilà, de comment ça va réellement se passer. Donc comprendre et donc être préparé. Et donc je rebondis sur la préparation à la naissance forcément, puisque c'est important de comprendre pourquoi les choses sont faites de telle ou telle manière pendant le travail. Et ça, on l'apprend aussi lors de la préparation à la naissance, parce que parfois, on a un projet de naissance. Quand je disais qu'il fallait qu'il soit réaliste, ben, j'entends beaucoup de femmes qui me disent, moi, je veux pas d'épisiotomie, voilà, pour prendre un gros exemple. Ça, c'est quelque chose qu'il est très difficile d'écrire noir sur blanc dans un projet de naissance parce que parfois, il y a la réalité médicale de l'accouchement aussi. Et ça, c'est voilà, c'est pour ça que c'est aussi important d'avoir compris tout ça, tous ces enjeux-là et pourquoi on fait certaines choses. Et donc, la préparation à la naissance, pour ça, est essentielle, qu'elle soit théorique, évidemment pas que. Et ça, Anne nous en parlera. Donc, voilà, je la laisserai développer ce côté préparation à la naissance. Mais voilà, pour le projet de naissance, c'était vraiment ce qui me semblait être important à souligner. Euh, Tu continues avec quel accompagnement à l'étranger ou c'est moi du coup qui enchaîne Alors, je avec... crois que je l'enchaînais. Vas-y, je te laisse enchaîner. Pardon, excuse-moi. Et après, je te laisserai la parole pour parler de préparation à la naissance. N'hésitez pas, bien entendu, si vous avez des questions, soit de nous les envoyer dans le chat. Voilà, on pourra y répondre à la fin, hein, parce que voilà, je parle beaucoup. J'ai l'habitude d'être très bavarde, mais il faut surtout pas hésiter. Voilà. Et donc, oui, la question d'après, c'était quel accompagnement on peut avoir à l'étranger et comment se faire accompagner réellement. Alors, notre but, parce que là, on est beaucoup entre francophones, hein, c'est pas de dire, en tout cas, je pense qu'on est toutes d'accord là-dessus, c'est pas de dire en France, c'est forcément mieux. En France, on a certaines façons de faire, et puis en France, on a de la famille, on a des amis, et quand on habite à l'étranger, on a forcément des sons de cloche qui nous arrivent de la France et qui nous disent ah bon, mais ça se passe comme ça se passe pas comme si, pourquoi ils font ça parfois avec des grands yeux en se disant oh là, c'est barbare. Ça, c'est le quotidien de mes patientes à l'étranger en général. Donc, notre but à nous, c'est pas de vous dire que c'est mieux en France, mais quels sont les outils pour être la plus sereine possible sur place. Voilà, et que vous puissiez être. L'idée, c'est pas évidemment de rentrer accoucher en France à tout prix. Donc, bien sûr, l'accompagnement à l'étranger, il peut se faire de différentes manières. Alors, je dirais qu'en grand 1, il y a tout ce qui est local, bien entendu. Hein. Il va falloir s'inscrire dans une maternité, il va falloir avoir un suivi sur place par une sage-femme ou un obstétricien, évidemment pour le suivi de sa grossesse. Et on peut être accompagné sur place par plein de réseaux qui existent, hein, que ce soit des réseaux sur place. Moi, je sais que mon quotidien, en tant que sage-femme libérale, il est aussi ici à Londres et on a un réseau de professionnels sur place et on peut les trouver facilement sur Internet. Donc, en fonction des pays, vous pouvez rechercher des réseaux locaux et des ressources locales, bien sûr. Donc ça, il faut vraiment pas hésiter à les rechercher parce que ça peut être un soutien énorme. Voilà, quel que soit le type de professionnel qui vous accompagne. Hein. Je parle bien sûr des sages-femmes qui, je pense, sont au centre de cette aventure de la maternité, mais ensuite, il y a tout un tas de professionnels qui gravitent autour des sages-femmes, hein, que ce soit de la sophrologie, de l'hypnothérapie, de l'acupuncture, de la nutrition, de la psychologie, bref, je ne vais pas toutes les décrire là, mais vous pouvez trouver localement un réseau qui vous aide. Et puis, bien sûr, en grand 2, il y a tout ce qui est en ligne. Et là, je pense que vous avez une belle brochette de professionnels qui connaissent bien tout ce qui est en ligne. Mais mon conseil, c'est vraiment de faire attention à ce qu'on trouve en ligne aussi. Je pense que vous serez toutes d'accord avec moi, mais quand on se balade, voilà, il y a tellement d'infos sur les réseaux sociaux, de blogs, etc. Et puis tout ça n'est pas forcément mal intentionné, hein, c'est pas du tout ce que je dis là, mais par contre, ça parle beaucoup expérience personnelle et c'est pas toujours scientifiquement validé. Donc la bienveillance, elle est là, hein, l'envie d'accompagner, elle est là, le plus souvent, mais par contre, il faut faire attention à ce qu'on lit parce que l'expérience personnelle, malheureusement, voilà, pour reprendre certains exemples, mais quand on entend certaines personnes dire ah c'est bon, moi j'ai fumé pendant ma grossesse et tu vas bien. Voilà. Ça ne veut pas dire que c'est pas un coup de bol. Voilà. Donc, on va sortir de l'expérience personnelle et essayer de retrouver vraiment en ligne des professionnels autour de la périnatalité. Et ça, je pense que c'est vraiment déjà un grand, grand, grand numéro un. Et bien sûr, en ligne, on va pouvoir trouver, alors évidemment, je prêche pour ma paroisse, mais pas que, hein, puisque voilà, on est toutes là à faire des choses en ligne, donc des ateliers, des masterclass, donc du contenu en ligne, voilà, un très très bien fait. On va pouvoir trouver des téléconsultations pour éventuellement avoir des deuxièmes avis ou pour avoir tout simplement accès à des professionnels
qu'on n'a pas dans notre réseau local. Et puis, bien sûr, du chat également, puisque ça, c'est quelque chose, évidemment, qu'on peut trouver aussi. Donc, pour moi, l'essentiel dans cet accompagnement à l'étranger, c'est en fait faire en sorte d'être bien accompagné, que ce soit en local ou en ligne, de jamais se sentir seul avec ces questions et de vraiment toujours voilà, savoir sur qui on va pouvoir compter. Et ça peut se créer dès le début de la grossesse. Voilà. Merci. Du coup, j'enchaîne. Donc, moi, c'était plus... La question, c'était comment se préparer pour une naissance à l'étranger. Euh, la préparation, au final, elle est la même que ce soit en France ou à l'étranger. Moi, je voulais plus faire ressortir l'aspect de prendre conscience de son corps, prendre confiance en soi, apprendre à écouter son corps, prendre soin de son corps, se sentir soutenu et accompagné. Donc, c'est vraiment tout autour du côté plus physique et émotionnel, parce que finalement, l'accompagnement et la préparation, c'est vraiment se préparer à vivre un grand bouleversement le jour de la naissance. Et après, on verra sur la préparation à l'allaitement, c'est aussi, ça continue avec l'allaitement. Donc, c'est un grand bouleversement dans les émotions, que ce soit pour la maman comme pour le papa, et un grand bouleversement physique pendant la grossesse. Donc, pendant la grossesse, il y a des choses déjà toutes simples qu'on peut faire même en étant à l'étranger. Donc, effectivement, donc là, je ne vais pas reprendre tout ce que Pauline a dit par rapport aux différences à l'accueil. Enfin, il y a les accueils au niveau local, que ce soit les accueils français ou même les accueils étrangers. Donc, vous allez pouvoir trouver plein de ressources locales. Mais c'est aussi chercher qu'est-ce qui vous convient, vous. Moi, c'est plus en ça où ce qui va être important, c'est des préparations. Vous allez en trouver pas des tonnes, mais il y a plein de choix. Et en plus, les choix peuvent être différents d'un pays à un autre. Moi, ayant vécu mes grossesses en France et ma dernière grossesse à l'étranger, j'étais un peu surprise de ce que je retrouvais quand j'arrivais ici. Donc, c'est vrai que c'était quelque chose, bon, ben, qu'est-ce que je fais? Donc, en fait, qu'est-ce que vous faites? La question quand vous posez ça, c'est qu'est-ce qui vous fait du bien? Il faut aller chercher qu'est-ce qui est important pour vous et qu'est-ce qui vous fait du bien. Donc, prendre soin de son corps, ça va être déjà de continuer à faire du sport, donc trouver des sports qui sont adaptés pour vous. Les sports qui sont plus adaptés pendant la grossesse, ça va être plus autour du yoga, du pilates, de la marche, des sports qui sont plutôt doux dans le corps. Moi, ce que je dis toujours à mes mamans, c'est pendant la grossesse, quand tu démarres une grossesse, c'est déjà au niveau euh, diet, au niveau nutrition, pardon, je cherche mes mots parce que je parle quotidiennement en anglais avec mes mamans maintenant. Donc, c'est vraiment au niveau nutrition, c'est pas de manger 2 fois plus, mais de manger 2 fois mieux. Au niveau du sport, c'est pareil, ça va pas être de faire 2 fois plus de sport, mais c'est de faire du sport mieux et qui vous convient mieux. C'est pas de démarrer quelque chose de nouveau, c'est vraiment de démarrer quelque chose. Si vous démarrez quelque chose de nouveau, c'est quelque chose qui va être bien pour vous permettre de vous relaxer, de travailler la respiration. Parce que finalement, pour l'accouchement, c'est vraiment cette prise de conscience au corps, toutes ces activités de prise de conscience au corps qui vont vous aider énormément. Donc, il y a, quand j'ai parlé un peu donc, de la marche à pied pour le cardio-renfo, ça peut aider. Il y a tout ce qui est yoga qui va vraiment aider sur la respiration, la relaxation et la méditation. Il va y avoir tout ce qui est pilates aussi qui va aider beaucoup pour le périnée, le pilates. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est très bon pour la grossesse, mais qui est très bon aussi pour le postpartum. Et on verra ça plus tard parce que c'est vrai que c'est important d'avoir une bonne posture pendant la grossesse pour continuer à être bien pendant l'accouchement et pour aussi continuer à être bien pendant le postpartum. Et au niveau des différentes préparations à la naissance, donc moi, vous allez pouvoir trouver différentes possibilités, des préparations à la naissance qui vont être plus dans le toucher. Donc moi, j'ai une expérience en autonomie, par exemple, ce qui est très, très, très bien, très confortante. Mais c'est vrai que pour le coup, ben, c'est pas forcément facile à trouver. Moi, j'ai beaucoup de mamans qui cherchent ça et qui trouvent pas. Donc, j'ai essayé de trouver un peu quelles sont les alternatives quand vous êtes à l'étranger qui peuvent vous aider autour de ça. Et il y a la méditation en pleine conscience, le mindfulness, qui est quelque chose qui est beaucoup plus en vogue actuellement, et notamment aux États-Unis. Et c'est vrai que ça permet vraiment une belle conscience de son corps qui peut vraiment vous aider pour l'accouchement. Et je retrouve certaines prises de conscience du corps et de la présence à l'autre que l'on retrouve aussi en autonomie et qui peut vous aider énormément pendant l'accouchement. Donc ça, c'est quelque chose qui peut vous aider. Vous avez aussi l'hypnose périnatale, qui est aussi une prise de conscience du corps avec
plus ça va être se connecter à son corps, à son bébé, avec réduction de l'anxiété, du stress. Donc vous avez différentes séances comme ça qui peuvent vous aider énormément et vous avez de la sophrologie. Donc là, moi, ce que je vous ai mis en évidence, c'est un peu plus ce que vous allez pouvoir trouver plus facilement en ligne parce que, effectivement, en tant que Français, sometimes, pardon, parfois on veut trouver, quelque chose de plus, dans le même langage que nous pour, prendre plus facilement conscience de son corps. Donc ça, c'est des préparations à la naissance que vous allez pouvoir trouver qui vont vous permettre à vous prendre conscience vraiment de votre corps et à vous préparer, heu, à, le lâcher prise pour l'accouchement, parce que finalement, c'est vraiment une histoire de lâcher prise, l'accouchement. Donc j'ai essayé de vous mettre en avant un peu ce que vous allez pouvoir trouver en ligne, mais il y a aussi d'autres choses que vous allez certainement pouvoir trouver, autour de chez vous. Mais ça, je trouve que avec mon expérience, c'est ce qui amène, beaucoup de réconfort à mes mamans autour de moi. Donc je pense que je suis bon en temps. Je vais continuer avec ma prochaine question. Mais dans tous les cas, tout ce qui est ces préparations à la naissance, moi, ce que je veux amener à processer pour les mamans, c'est vraiment d'arriver à trouver ce lâcher prise. Ce lâcher prise, de prendre conscience de son corps, d'être à l'écoute de son corps et de pouvoir lâcher prise à l'accouchement. Donc moi, bien sûr, je suis tournée plus au niveau de l'accouchement physiologique, donc c'est sûr que c'est en ça où le lâcher prise est très important. Si vous voulez un accouchement physiologique sans péridurale, c'est ce qui va vous aider le plus. Si vous voulez une péridurale, cette prise de conscience du corps et d'être avec l'autre est aussi très importante pour continuer à être là, avec une péridurale, avec une césarienne, quel que soit l'accouchement. Cette présence à l'autre, c'est ce qui va vous aider à vous sentir soutenu et vous aider à soutenir votre bébé pendant l'accouchement. Donc on va arriver pour le prochain, voyage, qui est le voyage de l'allaitement, qui n'est pas un voyage très simple non plus et on le met souvent, un peu de côté, dans le sens où, on pense que, bah, c'est facile, on met juste le bébé au sein. Oui, c'est facile, mais il y a quand même, je recommande quand même fortement à mes mamans de prendre, une classe autour de ça pour se préparer à savoir à quoi s'attendre, en fait, avec l'allaitement. Parce que l'allaitement, c'est quand même, un grand bouleversement dans le sens où, quand bébé va allaiter en moyenne 8 à 12 fois par jour. Donc, on a eu tout ce marathon de l'accouchement, mais maintenant on a un bébé qui est collé à nous pendant 8 à 12 fois, entre 5 minutes et 55 minutes. Donc ça peut faire une tranche horaire où on a bébé, en train d'allaiter, une très grosse partie de sa journée. Donc en fait, finalement, l'idée, ça va être de comment vivre ça au mieux et comment, favoriser les meilleures conditions pour éviter toute complication. Donc essayer les grands conseils que je donne, ça va être vraiment, d'être préparé à ça, mais c'est aussi de faire attention à la position de bébé, donc les positions de bébé à apprendre autour de la position de bébé, de reconnaître qu'est-ce que une bonne tétée, si c'est une tétée qui est trop superficielle ou plus profonde. Donc tous ces petits conseils-là à savoir avant, ça va être peut-être flou au départ, mais ça peut être vraiment quelque chose qui va vous aider pour démarrer et pour éviter toute complication, comme les douleurs de mamelon ou quand vous allez avoir la montée de lait au 3e jour. Donc qu'est-ce qui se passe? Parce que finalement, ce qui est compliqué pendant l'allaitement, et les mamans sont toujours perdues autour de ça, c'est que le conseil qu'on vous donne le jour de l'accouchement va être différent le 2e jour, va être différent le 3e jour et si vous voyez des personnes différentes, vous allez me dire: «Mais tout le monde me donne un conseil différent». Oui, oui, tout le monde donne un conseil différent, mais parce qu'en fait, les attentes chaque jour sont différentes et en plus, en fonction de l'histoire de la maman, de l'histoire du bébé, et ben, les attentes vont être encore plus différentes parce qu'on peut voir qu'il peut y avoir des complications s'il y a eu un accouchement très long ou un accouchement très court, ça peut perturber l'allaitement, mais aussi si bébé a un frein de langue, ça peut perturber l'allaitement. Donc tout ça, c'est des choses, si on peut avoir des, connaissances de base au départ, ça peut vraiment, aider et savoir comment on positionne bien bébé, comment stimuler, bébé quand bébé s'endort au sein. Donc poser toutes ces attentes-là, i c'est vraiment important, de s'informer pendant la grossesse. Hem et en l donc il y a toujours
possibilité normalement de classes d'allaitement, que ce soit en ligne en français, mais normalement autour de vous, là où vous allez aller accoucher, vous aurez aussi ces conseils-là. Des conseillères en allaitement, vous allez en trouver aussi facilement, mais ça, je laisserai à Élise cette partie-là d'expliquer tout ça. Mais c'est vraiment, l'allaitement, c'est simple, mais c'est simple quand on sait à quoi s'attendre. Donc, c'est vraiment à partir de là où euh, il faut, voilà. Moi, je suis vraiment, effectivement, c'est chacun fait ce qu'il veut au niveau de l'allaitement. Il faut quand même revoir les recommandations au niveau de l'OMS. Les recommandations sont quand même d'allaiter pendant les 6 premiers mois exclusivement. Donc, si on avait une majorité de femmes qui arrivaient à allaiter exclusivement les 6 premiers mois, ce serait fabuleux, autant pour la maman que pour le bébé. Donc, autant essayer de se donner les moyens pour ça. Donc, euh, j'ai ma sœur qui serait là, qui me dirait, oui, Anne, fais attention, tout le monde ne veut pas allaiter. Oui, certes, tout le monde ne veut pas allaiter. Mais il faut quand même reconnaître qu'est-ce qui est le mieux aussi pour bébé et donc essayer de trouver. Il y a des alternatives, il y a des mamans qui trouvent les alternatives. Ici aux États-Unis, en fait, c'est très. Euh, on essaye de favoriser un maximum et il y a des mamans qui vont favoriser par exemple le tiers-allaitement, donc de tirer son lait au lieu de mettre le bébé au sein. Donc il peut y avoir des alternatives. Donc c'est pour ça que c'est important de se poser ses choix, de réfléchir à pourquoi on fait ses choix et qu'est-ce qui est mieux pour la maman et pour le bébé. Euh, donc, je pense que voilà, j'ai réussi à couvrir en un minimum de temps. Mais renseignez-vous et posez-vous pour tout poser vos choix parce que je pense que c'est très important. Donc, je te laisse, Pauline, à ton tour. Alors, non, je suis d'accord et je rebondis sur l'importance parce que Anne, je pense qu'on est d'accord là-dessus que beaucoup de choses en fait se préparent en amont parce que en fait, si on a entendu parler de beaucoup de choses comme ça en amont et qu'on a pu poser toutes nos questions et comprendre, comprendre permet un choix et comprendre permet souvent de s'en sortir mieux après. Donc voilà, on est encore dans le parcours de la grossesse tout en parlant d'allaitement. Donc voilà, je rebondis juste parce que du coup, moi là, je voulais vous parler de. On commence le postpartum là dans notre aventure maternité chronologique. Et donc, je voulais vous parler des règles d'or, enfin, selon moi, hein, en toute modestie, mais quelques règles d'or du postpartum. Mais bien sûr, c'est des règles d'or dont moi je parle en préparation à la naissance, parce que c'est des choses voilà, qui permettent d'avoir le temps d'y réfléchir. C'est toujours bien, je pense, de se parler à soi-même et de se préparer à cette période-là. Évidemment, il y aura beaucoup d'inconnus. C'est aussi la magie d'avoir, voilà, de ce parcours, de cette aventure, d'avoir un bébé. Il y a plein de choses auxquelles on ne pourra pas s'attendre et on va découvrir plein de choses merveilleuses. Et heureusement. Mais il y a quand même certaines choses, je trouve, c'est bien d'en avoir entendu parler avant, dont certaines petites règles d'or, et ça ne nous empêchera pas de ne pas les respecter, mais au moins, on pourra se sentir un tout petit peu plus soutenu après. La première règle d'or, selon moi, hein, c'est déjà de faire attention à quelles sont nos attentes. C'est un grand mot, la bienveillance. Hein, je sais, on s'est entendu à toutes les sauces, c'est passé à toutes les... Voilà, ça fait un peu cucu parfois de parler de bienveillance. Mais si je dirais que notre premier ennemi en postpartum, c'est nous. Je parle des femmes. Hein. La femme qui accouche est sa première ennemie en postpartum puisqu'elle va avoir projeté beaucoup d'attentes sur voilà, comment elle s'imagine avec un bébé, comment elle s'imagine elle, comment elle s'imagine dans son couple, comment elle s'imagine en tant que maman. Et puis voilà, on est toutes au départ, avant cette aventure-là, une femme, voilà, avec un conjoint, avec des amis, avec un boulot, enfin voilà, on a toute une vie. Hein, il y a plein de choses qui définissent ce qu'est la femme. Et puis d'un coup, on va avoir une casquette de plus qui est la casquette de maman. Et puis on va s'être mis une pression monumentale parce qu'on va vouloir garder toutes les autres casquettes, bien sûr. Donc voilà, faut être tout ce qu'on était plus maman. Voilà. Et puis maman, on ne sait pas ce que c'est. Donc en plus, donc on se met une pression monumentale. Donc, je pense que vraiment, la première règle d'or, c'est d'essayer de souffler, prendre le temps, respirer et voilà, attention à nos attentes et à ce qu'on a projeté et à ce retour sur l'après. Je ne vais pas marcher sur les plates-bandes d'Anne qui nous parlera du physique en postpartum, mais là, déjà, je trouve que, je sais que ça peut paraître bateau, mais se féliciter chaque jour, se dire qu'il n'y a pas de petite victoire et essayer d'être un peu plus douce avec soi-même, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc ça, c'est ma première règle d'or selon moi.
La deuxième, et puis évidemment pour tous les pros qui entourent, hein, parce qu'il y a des pros là aujourd'hui, bah oui, c'est de dire tous les jours aux mamans qu'elles sont formidables et qu'elles s'en sortent super bien. Voilà. Et ensuite, on les aide. Mais déjà, parce que souvent, elles arrivent vers nous avec un problème, je suis nulle, je suis trop nulle, j'y arrive pas. En allaitement, alors j'imagine même pas, Élise, ça doit être ça tout le temps, c'est-à-dire qu'on part toujours du principe que c'est nous le problème au départ. Voilà. Si ça marche pas, c'est parce que je suis nulle. Donc, pas C'est ça. forcément, en fait, pas forcément. Donc, voilà, c'est pas mal de le rappeler. La deuxième règle d'or, selon moi, c'est d'essayer d'anticiper. Il y a beaucoup de choses. Alors, on parle d'anticipation en faisant de la préparation à la naissance, mais il y a beaucoup de choses qui peuvent s'anticiper après. On peut anticiper l'aide qu'on va avoir en postnatal. Et ça, même, et encore plus si on vit à l'étranger, puisque c'est quelque chose dont on peut souffrir à l'étranger, cet isolement-là. Donc, anticipons l'aide qu'on aura, l'entourage qu'on aura. Ça peut être des amis qui sont présents sur place, hein, ça, on n'est pas obligé de faire délocaliser plein de monde de France, mais voilà, on anticipe l'aide qu'on aura. On anticipe aussi, et ça on prépare ses proches à l'idée aussi, que l'aide qu'on va avoir ou la visite qu'on aura, ce sera de l'aide, pas de la visite aidante, voilà, et pas de la visite touristique. La famille qui arrive ne vient pas en visite, voilà, mais elle vient vraiment pour aider. Donc, elle vient faire des lessives, elle vient faire du ménage, elle vient faire des repas, elle vient s'occuper des fratries, elle vient, voilà, être un relais. Et ça, je pense que c'est important et on peut préparer ses proches à l'avance. Donc, c'est toujours dans cette notion d'anticipation. Donc, oui, pour les visites, mais aidantes. Voilà, c'est pas à vous de faire le thé, préparer un repas, parce qu'il y a tout le monde qui débarque. Voilà. La visite, ça vient, on ne sait jamais quand ça repart, donc vous pouvez aussi mettre des limites. Hein. Voilà. Et puis, pas forcément venir pour le jour J. Du terme de la grossesse. Peut-être qu'on peut se dire, OK, je vais accoucher a priori mi-avril, voilà, sauf si c'est ma sœur qui est sage-femme, mais sinon, la visite, elle peut peut-être venir 15 jours après, avoir prévu ça. Voilà, pour pas être là pile au moment où finalement on a autre chose à faire. Et puis anticiper les repas. Alors ça, moi, je considère vraiment que l'alimentation, c'est une partie très très importante de la récupération en postnatal. Je ne suis pas nutritionniste, mais je m'entoure d'experts qui, voilà, et j'aime beaucoup parler nutrition en postpartum. Et c'est vrai que anticiper les repas, pour pas se retrouver à manger 3 bâtonnets de carottes qui étaient dans le frigo, ouf, à ce moment-là, ou au contraire même des Deliveroo de burgers et de pizza, parce qu'en fait, on n'a juste pas le temps, bah, c'est pas mal. Donc, ça s'anticipe. Soit on peut remplir son congélateur à l'avance, on peut remplir ses placards, on peut préparer, si on aime cuisiner, préparer des choses à l'avance qu'on congélera et qu'on pourra décongeler. On peut aussi se lancer dans du batch cooking. Alors, je ne vous demande pas à tous d'être des cordons bleus. Hein. Moi-même, je ne le suis pas du tout. Mais quand je fais une portion de quinoa ou autre, bah, j'en fais juste plus. Comme ça, j'en ai plus dans le frigo et ça va vite pour faire un repas. Bref, il y a plein de trucs et astuces. Mais je pense que vraiment, d'anticiper les repas, c'est important. J'essaie de me dépêcher pour rester dans mon temps imparti, mais il y aurait plein de choses à dire. Donc, voilà. Donc ça, c'était ma règle d'or numéro 2. C'est vraiment cette anticipation-là, autant qu'on peut, autant qu'on peut. La troisième règle d'or que j'aime bien, c'est penser au kit de survie nocturne. Alors, je sais que ça fait un peu bizarre, mais on est des êtres humains qui n'avons pas l'habitude de ne pas dormir la nuit. Hein. On a quand même des cycles au départ. Alors, même si en fin de grossesse, souvent on a des insomnies et on se prépare petit à petit à avoir ce rythme un peu décousu des nuits, nous, adultes, on n'est pas tout à fait prêts à ça. Or, notre bébé, c'est normal que lui ait voilà, des réveils nocturnes et c'est normal qu'on soit là pour notre bébé la nuit. Donc, on n'est pas obligé de tout faire pareil la nuit. Et dans mes règles d'or, c'est d'avoir tout à portée de main de son lit. Une petite veilleuse pour pas avoir à allumer la lumière de la chambre en grand et réveiller toute la maisonnée, des couches, un change, à boire, mes petits snacks, enfin voilà, soit c'est sur un petit chariot roulant à côté de mon lit, et puis mon bébé est à côté de mon lit aussi, comme ça j'ai tout à portée de main, je peux rester dans mon lit, tout faire de mon lit, enfin, j'essaie de me simplifier la vie la nuit, pour aussi me rendormir plus facilement, et puis pour le vivre un peu moins mal quand même, hein, faut, voilà, que les choses soient plus fluides la nuit. Donc ça, c'est un petit conseil que j'aime bien donner dans l'orga, voilà, pour le postpartum immédiat notamment. Et ça peut durer un petit moment. Ensuite, comme quatrième, alors je vous rassure, il n'y a que 5 règles d'or, j'ai essayé de limiter, mais la quatrième règle d'or, pour moi, c'est attention à la fatigue. Pour moi, c'est le premier ennemi du postpartum, hein, c'est cette fatigue forcément qui s'installe. Alors ça va avec mon kit de survie nocturne pour essayer de la limiter.
Mais quand on parle de se reposer, je sais que c'est dur pour une jeune maman d'entendre repose-toi, dors dès que ton bébé dort. Voilà, j'y ai été, hein, je sais que c'est pas toujours simple, surtout quand notre bébé ne dort qu'en poussette. Donc il y a plein de cas où c'est même agaçant d'entendre ces phrases-là. Mais c'est vrai que le repos, c'est essentiel. Donc il faut le voir. Je dis souvent aux mamans que j'accompagne, mais vous voyez-le comme une prescription. Si votre médecin vous donnait des antibiotiques, vous les prendriez. Donc, si votre sage-femme vous demande de vous reposer, il faut se reposer autant qu'on peut, bien sûr, mais ça veut juste dire qu'il y a plein de choses qui peuvent attendre. Voilà, on se met en mode confinement. Vous voyez, le mode qu'on a tous connu là, où finalement, il y a plein de choses qu'on ne faisait plus, et puis c'était pas très grave pendant un certain temps. Si je me repose, je vais, si j'allaite, avoir plus de lait. Si je me repose, je vais mieux récupérer de mon accouchement. Si je me repose, je serai de meilleure humeur. Et alors ça, c'est un investissement pour toute la famille. Donc, je pense que c'est vraiment important de voir ce repos comme, en tout cas, d'essayer à fond, de le faire au maximum. Et puis la dernière, voilà, je me dépêche, mais c'est de ne pas s'oublier. Donc ça, c'est important parce que je pense qu'on est les premières à s'oublier, encore une fois. De ne pas s'oublier, et alors encore une fois, Anne parlera de physiquement, mais de émotionnellement pas s'oublier, prendre l'air tous les jours, essayer de s'aérer, essayer de prendre un tout petit peu de temps pour soi. Alors évidemment, on va peut-être pas aller boire l'apéro avec une copine dès la première semaine, mais ne serait-ce que prendre une douche, c'est prendre du temps pour soi et vraiment prendre le temps de la prendre, cette douche, si on peut avoir anticipé ça aussi et être accompagné pour pouvoir le faire. Bah, je vais fermer la porte de la salle de bain, je vais me laver les cheveux si j'ai envie de me laver les cheveux, je vais me crémer si j'ai envie de me crémer, je vais recommencer un tout petit peu à prendre soin de moi pour que le moral aussi puisse aller. Et ça, c'est très, très important en postnatal. La différence entre la maman qui aura pris le temps de se laver et la maman qui sera sortie enturbanée, cheveux en épi de la salle de bain, et en fin de journée, on n'a pas le même vécu de la journée, hein, forcément. Donc, je pense que pour le moral et pour le bien-être en postnatal, voilà, c'est ma cinquième règle d'or. Voilà. À toi, Élise, je crois, pour... Oui, c'est à moi. Eh bien, déjà, je voulais dire que Anne et Pauline, j'ai adoré tout ce que vous avez dit. Je suis 100% d'accord avec tout ça. Et donc, moi, je vais vous parler. Alors, c'est pas pour faire stresser toutes les mamans, mais je vais parler des difficultés de l'allaitement et vers qui se tourner quand on est en difficulté pour l'allaitement. Parce que très souvent, comme l'a dit Anne, on pense beaucoup à l'accouchement. On s'est peut-être pas préparé pour l'allaitement en se disant ce sera naturel et puis en se disant aussi peut-être eh ben on verra bien, peut-être que j'allaiterai, peut-être que j'allaiterai pas et puis si j'allaite pas c'est pas grave. Et puis finalement une fois qu'on y est, on a le bébé au sein, ça marche peut-être pas comme on le souhaitait, on a peut-être des douleurs, des difficultés et finalement on se rend compte que on a envie que ça fonctionne, c'est pas grave finalement, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. Et c'est le moment de pouvoir trouver des personnes pour s'entourer, pour résoudre ces difficultés. Alors, on peut avoir des difficultés du type des douleurs, mais aussi en fonction du terme du bébé, de la condition médicale du bébé et celui de la maman, des modalités d'accouchement. On peut aussi se retrouver avec des problèmes de prise de poids lente. Et puis tout au long de l'allaitement, c'est un peu un voyage. Il peut y avoir à certaines périodes de nouvelles difficultés qui surviennent. Et comme le disait Pauline, sur Internet, on trouve un peu de tout. On trouve tout et son contraire, et notamment pour ce qui est de l'allaitement et des difficultés d'allaitement. On peut trouver énormément de retours d'expérience, mais qui ne correspondront pas forcément à votre cas exactement et qui peuvent vous amener finalement vers des solutions qui ne sont pas toujours basées sur l'épreuve. Donc, je dirais que c'est important de trouver quelqu'un avec qui pourra nous accompagner dans ces difficultés. Très souvent, les mamans vont se tourner vers le personnel de l'hôpital, de la maternité, leurs sages-femmes, qui n'ont peut-être pas une formation très étendue sur l'allaitement. Il y a aussi la possibilité de se tourner vers les associations de soutien de mère à mère qu'on trouve en général dans tous les pays. On aura une association de soutien. Et là, l'intérêt, c'est qu'on a des réunions entre mères. Ça permet de résoudre l'isolement, enfin de répondre un peu au problème de l'isolement du postpartum.
Ça permet de voir qu'on n'est pas la seule à avoir des difficultés. Et les mamans qui animent ces réunions, elles sont conseillères en allaitement, donc elles vont avoir une formation de base, elles ont allaité leur bébé et elles peuvent vous amener une écoute et une information et des informations de base sur les difficultés possibles. Et puis, on a d'un autre côté les consultantes en lactation IBCLC. Donc là, ce sont des professionnels qui ont une spécialisation sur l'allaitement et la lactation et qui vont pouvoir vraiment répondre de manière très spécifique à vos questions, de manière basée sur les preuves aussi, hein, et pas sur leur expérience personnelle. Elles sont aptes à vous accompagner dans toutes les configurations possibles, que vous ayez des jumeaux, que vous ayez eu des prothèses mammaires, que vous ayez un bébé avec un handicap, par exemple, ou une naissance prématurée. Elles sont là pour vraiment vous accompagner et vous donner des possibilités, vous guider dans vos choix, c'est-à-dire, comme le disait Anne, quand on allaite, il n'y a pas une seule façon d'allaiter. On a souvent plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Et des fois, ce qu'on fait, c'est surtout dire aux mamans, si ça ne fonctionne pas, cette voie-là ne fonctionne pas, il y en a d'autres. Il y a, par exemple, le tir-allaitement, Anne l'a évoqué. Il y a d'autres façons d'allaiter son bébé. On peut faire un allaitement mixte aussi. Et il y a certaines mamans, d'ailleurs, que l'on accompagne vers le sevrage parce que c'est ce qui leur correspond le mieux. Donc, je dirais que quand on est en difficulté pour son allaitement, il ne faut pas hésiter à essayer de trouver quelqu'un pour nous accompagner. Les IBCLC, donc ces consultantes en lactation certifiées internationalement, elles sont 30 000 dans le monde, donc il y en a un peu dans tous les pays. Mais comme souvent, on aime pouvoir discuter de ce sujet assez intime dans sa langue maternelle, finalement. Hein, beaucoup de mamans apprécient de pouvoir en parler en français. C'est possible également d'être aidé en visio. Il n'y a pas de contre-indication et je dirais qu'on y arrive très bien. Parce que souvent les mamans se disent en visio on ne pourra pas m'aider si j'ai des douleurs, on ne pourra pas m'aider pratiquement à mettre mon bébé au sein. Mais concrètement, dans une consultation d'allaitement, on va pas prendre le bébé et le coller au sein de la maman, on va plutôt la guider, lui montrer avec une poupée, lui expliquer la position à prendre et pour qu'elle puisse se débrouiller de manière autonome par la suite. Ça l'aidera pas si finalement on intervient physiquement. Et c'est pour ça que la visio peut vraiment aider dans ce cas-là. Donc je pense que j'ai fait le tour sur les consultantes en lactation. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose, Anne, comme tu es IBCLC également. Tu as peut-être Euh, des... Oui, j'allais dire, la visio peut convenir très bien parce que finalement, des fois, c'est juste des conseils. On analyse toute la situation, on regarde la situation en général, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui se passe au quotidien, et du coup, de juste recevoir tous les petits signaux, et nous, on va juste donner les petits signaux par rapport à la position, et effectivement, il n'y a pas besoin forcément de conseils physiques, d'être là physiquement, mais c'est vraiment des petits conseils sur toute la situation d'une manière générale. Donc, Oui. parce que je repensais par exemple, quand il y a une diminution de lait, souvent c'est dû à une mauvaise position de bébé, mais ça peut être aussi dû à un manque de fatigue, manque de nourriture, manque de... Voilà, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de la maman pour qu'il y ait un changement drastique en quelques jours. Oui, Donc, exactement. Mm. Et ce que je voulais rajouter aussi, c'est que finalement, on est beaucoup focalisé sur après la naissance, mais quand l'allaitement dure, on peut aussi avoir des étapes où on a à nouveau besoin de soutien. Ça peut être à la reprise du travail, ça peut être quand l'enfant grandit, parce que dans certains cas, l'allaitement est long. On a tous en tête des allaitements plutôt courts, hein, c'est plutôt la norme au niveau de notre société, mais les allaitements longs existent. Et donc, on peut avoir de nouvelles étapes où on a besoin d'être guidé à nouveau. Par exemple, si on tombe enceinte et qu'on allaite encore notre bébé, il peut y avoir voilà, à nouveau des questions et on est là pour intervenir et pour donner toutes les informations pour permettre aux mamans de faire leur choix de manière éclairée. alors moi, je Voilà. vais continuer. Merci beaucoup. Alors moi, je vais continuer avec prendre soin de soi en postpartum. Donc, Pauline a déjà dit beaucoup par rapport aux conseils. Je suis tout à fait d'accord avec elle, avec
les règles d'or et je vais continuer même avec ici à la maison de naissance où je travaille. Quand je suis arrivée, on parlait du plan 5-5-5 et sur le coup, je me disais mais qu'est-ce que c'est que... Et en fait, c'est un plan que je recommande maintenant à tout le monde parce que c'est vrai que c'est quand même très important. Et derrière ce 5-5-5, si on parle des 5 premiers jours où la maman est dans le lit, 5 jours où la maman est sur le lit et 5 jours où la maman est autour du lit. Donc, ce qui veut dire, en fait, ce qui donne une bonne image de euh, quelles sont les attentes au niveau corporel, qu'est-ce qu'on attend de la maman qu'elle fasse pour essayer de récupérer déjà physiquement pour pouvoir se sentir mieux émotionnellement. Alors, ayant vécu avec ma sœur ces derniers jours, qui a accouché il n'y a pas très longtemps, c'est pas toujours évident non plus pour les mamans et je rejoins Pauline qui disait ben on est nos propres ennemis parce qu'en fait à un moment donné elle voulait bouger, elle voulait faire plus. Donc après je pense qu'il faut ajuster aussi, il faut écouter son corps. Donc c'est vraiment être à l'écoute de son corps. Mais je pense que les 5 premiers jours quand on dit dans le lit, c'est vraiment il faut s'imaginer que voilà si on arrive à se reposer comme ça permet une meilleure récupération à long terme. C'est-à-dire que les saignements postpartum vont être moins longs la fatigue va être moins longue à récupérer, la fatigue de l'accouchement. Donc, en fait, ce plan 5-5-5, il faut l'adapter à soi, mais à la fois, en fait, c'est quand même très important dans le vécu pour essayer de vivre au mieux son postpartum et de récupérer au mieux son postpartum. Et du coup, physiquement, après, au niveau des exercices, comment on récupère, c'est pareil. Donc, on en a discuté avec ma sœur, donc, qui est kiné. On a revu un peu ce plan 5-5-5. Elle, ce qu'elle recommande au niveau des exercices, au niveau du périnée, au niveau du corps, au niveau des abdos. Et au final, c'est vraiment plus des exercices de respiration au départ. Ça va être des exercices de respiration dans les 5 premiers jours pour plus vraiment récupérer physiquement et ne pas mettre de pression sur son corps. Et petit à petit, on va augmenter au niveau des différents types d'exercices, qu'est-ce qu'on propose, mais ça va rester vraiment durant ces 15 premiers jours des exercices très très doux. Et si on reprend même une time frame, alors je ne sais pas comment dire ça en français, mais donc un genre de planning sur comment reprendre au niveau corporel et au niveau des exercices. Vraiment, durant les 6 premières semaines, ce qu'on attend de la maman, c'est vraiment d'être à l'écoute de son corps et de récupérer progressivement et de pas trop en faire. Donc, à partir du moment où on sent des pressions, que ce soit des pressions au niveau du, du périnée, au niveau des abdos, en fait, on doit réajuster ce qu'on a fait. C'est-à-dire que durant les 6 premières semaines, dès que la maman va trop en faire, de toute manière, les saignements vont réaugmenter aussi. Donc, et la fatigue va réaugmenter. Donc, c'est vraiment être à l'écoute et ajuster. Et puis, petit à petit, en fait, il y a tout un plan entre 6 et 8 semaines. Qu'est-ce qui est attendu? Donc là, on va pouvoir faire un peu plus de yoga, de marche légère, d'exercices un peu plus de renforcement du périnée. Mais alors, on va revoir par rapport à ce périnée, parce qu'en France, il y a cette rééducation du périnée qui est faite systématiquement. Et ici aux États-Unis, moi, je suis arrivée il y a 12 ans. Et il y a 12 ans, en fait, ils en entendaient très peu parler. Oui, on sait que ça existe, mais finalement, on ne sait pas trop comment faire et on ne sait pas trop où aller. Maintenant, 12 ans après, je peux vous dire qu'il y a des choses qui sont mises en place. Donc, en fait, quand on se renseigne, quand on cherche, maintenant, ça devient un peu plus... Voilà, on peut trouver plus de choses autour de nous pour essayer de faire de la rééducation du périnée. Et si c'est difficile de trouver ça, il y a des choses aussi en ligne qu'on peut faire dans le sens où ça va être des exercices plus joués au niveau de la respiration, au niveau des exercices de renforcement qui peuvent se retrouver pour retrouver comment se faire du bien à son corps finalement. Et on en revient à comment se faire du bien et prendre du temps pour soi. Donc on n'a pas besoin de prendre du temps pour soi pendant 30 minutes, 1 heure, hein, ça peut être 5-10 minutes parce que finalement, euh, au fur et à mesure le temps va augmenter au fur et à mesure des semaines parce que bébé va nous laisser un peu plus de temps, va nous laisser un, on va avoir besoin aussi d'un peu plus de temps. Donc vraiment, il y a vraiment au fur et à mesure, autour de 8-12 semaines, 12-16 semaines, tout un plan qu'on peut retrouver au niveau de l'emploi du temps de la reprise du sport. Mais à chaque fois, en fait, c'est toujours prendre le relais de qu'est-ce que mon corps me dit finalement. C'est pas aller trop vite.
parce que aller trop vite, c'est là où il y aura des répercussions sur la fatigue, il y aura des répercussions sur son corps. Donc c'est important de prendre du temps et voilà, de recommencer à prendre du temps à écouter son corps. Donc ce que je disais en prénatal, je le redis en postnatal, ça fait un peu de la répétition, mais à la fois en fait, c'est ce qui va être le plus important pour récupérer physiquement. Moi, ce que je dis toujours à mes mamans, c'est 9 mois pour être enceinte, 9 mois pour récupérer. Donc, il ne faut pas se dire, bon, ben, c'est bon, 3 mois, c'est fini, je suis en pleine forme et je peux refaire tout ce que j'ai envie. Non, il faut aussi, voilà, ton corps s'est modifié pendant 9 mois, donc il faut aussi se donner, bon, s'il s'est modifié à ce point-là pendant 9 mois, ben, peut-être 9 mois pour récupérer, ça semble totalement plausible et possible. Et donc voilà, donc c'est ça qui va être important à s'imaginer. Alors j'ai mis tout en place, je peux vous citer un peu, mais après ça va être, ça peut commencer à être long sur qu'est-ce qui est attendu autour de 8-12 semaines, 12-16 semaines, mais c'est vraiment ce qu'on va augmenter, c'est un peu plus en intensité, ça va être augmenté dans les exercices de renforcement, voilà, ça va être un peu plus intense et un peu plus de renforcement musculaire et abdominal. Donc ça, c'est ce à quoi il faut s'attendre au niveau de la reprise sportive en postpartum. En tant que sage-femme, voilà, nous, ça va être, enfin, moi en tant que sage-femme, les mois qui suivent, ça va être aussi au niveau plus de la fertilité, à quoi s'attendre, à quoi observer. Donc, il y a des choses qui sont possibles au niveau de la contraception. Donc, voilà, quand je parle de 9 mois, moi, les 9 mois, c'est aussi les 9 mois pour pas retomber enceinte les 9 premiers mois, parce que finalement, ton corps a besoin de récupérer avant d'avoir une prochaine grossesse. Donc c'est aussi, il faut penser à ça. Donc, il y a des choses possibles au niveau différents contraceptifs, on le voit. Et il y a aussi des contraceptifs, des possibilités d'utiliser des contraception naturelle, qui est un peu plus parfois challenging avec l'allaitement, mais il y a des choses qui sont possibles. Donc ça aussi, c'est possible de trouver des recommandations en ligne et trouver comment faire en ligne et comment vous aider en français ou localement, vous pourrez trouver ça aussi. Donc voilà, j'ai essayé de ne pas faire trop long et de ne pas m'étendre trop, mais si vous êtes intéressé par rapport à l'emploi du temps, et je peux vous faire passer ce document-là. Et vous pouvez retrouver, en fait, même sur notre site, on a mis des petites fiches conseils comme ça qui peuvent être facilement accessibles pour les mamans en postpartum. Merci Anne. Ah, t'avais pas fini, Non, excuse-moi. non, j'allais te dire, je te laisse continuer, vas-y. D'accord, merci. Alors moi, je vais vous parler du sommeil du bébé, donc le sujet, voilà, qui concerne tous les parents et sur lequel on entend tout et son contraire finalement sur Internet, c'est pareil, mais aussi dans notre entourage, par les médecins. Dans les pays occidentaux, on a beaucoup d'attentes auprès des bébés pour qu'ils dorment, qu'ils fassent leur nuit rapidement et puis pour qu'ils s'endorment de manière autonome. Il y a beaucoup de mythes autour de ça, beaucoup de dogmes. Et finalement, si on reprend la physiologie du bébé, comme le disait Pauline, c'est normal qu'un petit bébé se réveille très souvent la nuit, c'est physiologique. Et il faut bien avoir en tête que ces réveils, d'ailleurs, sont protecteurs de la mort subite du nourrisson. Et il y a des recommandations de sécurité aussi pour partager son lit avec son bébé. J'en parle parce que beaucoup de parents ont acheté un petit berceau qu'ils ont prévu de mettre à côté de leur lit. Et ils mettent le bébé dedans, mais ça marche pas. Et beaucoup de parents se retrouvent à avoir le bébé dans les bras la majeure partie de la nuit. Donc ça, c'est, ben voilà, les bébés, c'est des petits mammifères qui ont besoin d'énormément de proximité, qui font pas la différence entre le jour et la nuit. Et il y a des recommandations pour faire du cododo en toute sécurité avec son bébé. À ce sujet, il y a un site très intéressant d'une anthropologue spécialisée dans la prévention de la mort subite du nourrisson. C'est un site qui s'appelle BASIS par le professeur Helen Ball.
Et donc, moi, je trouve que c'est vraiment un site très intéressant parce qu'il nous rappelle aussi ce qui est normal pour le sommeil du bébé. Et par exemple, on y voit, il y a des fiches d'information et on y voit que certains bébés sont des gros dormeurs et vont dormir à 2 mois 18 heures par 24 heures. Et d'autres bébés vont dormir 8 heures par 24 heures au même âge. Et c'est tout à fait normal. Donc, il y a une grande variabilité aussi en fonction des bébés. Et si on a un bébé petit dormeur et qu'on veut à tout prix qu'il dorme autant que le gros dormeur, et ben forcément, le sommeil va devenir un sujet problématique et on va se retrouver avec plein de questions. Et surtout, les parents ont tendance à se comparer avec leurs voisins, leur famille, les cousins, etc. Où les bébés, souvent, le bébé de la meilleure copine, il fait toujours ses nuits, alors que notre bébé, il dort pas. Et ça peut être, voilà, culpabilisant. On peut avoir l'impression d'être une mauvaise maman parce que notre bébé s'endort au sein et qu'il s'endort pas de manière autonome. Donc voilà, il y a beaucoup d'anxiété qui peut exister autour du sommeil. Et là, à nouveau, j'invite les parents à trouver des sources d'informations fiables basées sur les preuves. C'est pour ça que je parlais de ce site internet Basis qui est vraiment la référence pour moi pour ce qui est le sommeil du bébé. Et trouver des personnes pour nous accompagner aussi si jamais on se retrouve en difficulté avec beaucoup d'anxiété autour de cette thématique et beaucoup de fatigue, évidemment. C'est important aussi que la personne qui vous accompagne vous donne une boîte à outils de choses à essayer, mais que ce soit pas dogmatique, c'est-à-dire que ce soit des suggestions et que vous réussissiez aussi à vous connecter à ce qui vous parle. Peut-être qu'on vous proposera des choses qui ne vous conviennent pas du tout et à ce moment-là, vous avez tout à fait le droit de revenir à ce qui vous convient. Exemple, si ça vous convient d'endormir votre bébé en le berçant ou dans le porte-bébé, eh ben c'est très bien. C'est une façon très simple d'ailleurs d'endormir son bébé et qui convient souvent aux parents. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le sommeil. Je crois aussi que c'est très culturel. En fonction du pays où on habite, il n'y aura peut-être pas du tout la même approche au niveau de la société par rapport au sommeil. Il y a certains pays où le fait qu'il y ait une chambre familiale et où tout le monde dort ensemble, c'est tout à fait normal, où on couche les bébés parfois beaucoup plus tard qu'en France, où on veut qu'à 19-20 heures, le bébé soit endormi dans son lit après avoir fait tout un rituel. Donc voilà, beaucoup de différences culturelles. Et puis, ce que je dirais, c'est que ce qui est à retenir, c'est que finalement, voilà, les bébés se réveillent la nuit, c'est normal. Et parfois, c'est aussi à nous de trouver d'autres façons pour être moins fatigués. Par exemple, nous, en nous couchant plus tôt ou en faisant des siestes l'après-midi si on en a la possibilité. Voilà, ça peut être trouver d'autres astuces en attendant que le bébé prenne de la maturité et que petit à petit, il dorme un peu plus longtemps la nuit. Donc voilà pour le sommeil de bébé. Et puis maintenant, je vais vous parler de l'allaitement et de la reprise du travail. Ah oui, parce qu'on a presque fini. L'allaitement et la reprise du travail, très rapidement, c'est pour vous dire que c'est possible de reprendre son travail en allaitant. Certaines mamans décident de sevrer parce que c'est trop compliqué pour elles et qu'elles ont peut-être pas la possibilité de tirer leur lait, mais on peut reprendre son travail en allaitant. Soit on va décider de tirer son lait pour pouvoir le donner à la personne qui gardera notre bébé, soit on va décider de partir sur un allaitement mixte où finalement le bébé aura du lait artificiel la journée et puis il continuera à l'étêter le matin, le soir et la nuit. Et donc, tout ça, ça s'organise, mais c'est faisable et surtout parce qu'on a des nouveaux tire-laits nomades qu'on peut mettre dans le soutien-gorge qui sont vraiment très pratiques. Voilà, alors j'ai essayé d'être courte, du coup j'ai été super courte parce que c'est vrai qu'on a duré un peu plus que prévu. Mais voilà, la reprise du travail en allaitant, c'est possible. Et souvent, d'ailleurs, les mamans se disent que ça adoucit la séparation. Quand on reprend le travail et qu'on maintient l'allaitement, c'est moins difficile parce que le soir, on peut se reconnecter à son bébé
Et ça permet, vous voyez, d'adoucir un petit peu cette nouvelle étape où chacun doit s'adapter. Et puis qui peut poser beaucoup de questions. Par exemple, il y a certains bébés qui vont refuser le biberon. Donc, comment faire à ce moment-là? Et là, à nouveau, vous pouvez vous faire accompagner dans cette étape par les consultantes en lactation qui sont spécialisées pour cette étape également. Voilà, j'ai terminé pour ce sujet. Je suis allée assez vite, c'est vrai. Ben, merci beaucoup à toutes Merci. les trois, effectivement, d'une part d'avoir respecté le timing, mais surtout pour le contenu voilà, très intéressant que vous avez apporté. Vos interventions étaient complémentaires. Moi, je me dis que voilà, les mamans d'aujourd'hui ont bien de la chance d'avoir des professionnels qui peuvent les accompagner, d'avoir des outils effectivement en ligne. Bon, moi, je sais qu'effectivement, mes maternités remontent à il y a bien longtemps et il y en a une qui s'est déroulée à l'étranger. Et bon, j'avoue que c'était un petit peu particulier. Voilà, donc je sais qu'aujourd'hui, il y a tous ces outils, il y a tous les contenus que vous pouvez apporter, il y a tous les conseils. Et je retiens aussi ce qui me plaît bien dans vos interventions, c'est de retenir que finalement, chaque cas est particulier, voilà, en fonction de son histoire, de sa personnalité, de celle du bébé, du pays dans lequel on vit, et de ne pas effectivement chercher à appliquer des recettes ou à vouloir à tout prix rentrer dans ce qu'on considère être comme la norme. Voilà, donc je pense que tout ça, c'est tout à fait déculpabilisant, c'est positif et que c'est vraiment le point, je pense, essentiel dans tout ce qui concerne la maternité, que ce soit à cette période de la vie ou plus tard d'ailleurs, quand on a des plus grands, ça fonctionne aussi. Voilà, donc ça pourra faire l'objet d'une autre Exactement. table ronde avec Cécile, hein, qu'on pourra peut-être envisager. Voilà, parce que c'est effectivement aussi, là encore, c'est ce que je disais avec Cécile quand on cherchait le nom là, pour cette table ronde, je disais la maternité, c'est toute la vie. Enfin, je veux dire, une fois qu'on est mère, c'est foutu, hein. On en prend pour toute notre vie. Voilà. Donc, merci encore. Je ne sais pas si il y a des questions là qui sont encore prévues là pour tout de suite. Moi, j'avais une petite question. Oui. Et si on ne veut pas allaiter, moi j'ai adoré allaiter, donc je me sens pas concernée, mais si on ne veut pas allaiter, Bah, Et si dans on ne veut pas l'allaitement. allaiter, faire du pot à pot, c'est déjà quelque chose de très bien pour le bébé, quoi. Donc c'est vraiment, il y a toutes possibilités maintenant pour l'allaitement. L'allaitement est très bien plus essentiellement pour tous les anticorps et tout ça, mais dans le contact, tout ce qui est très important, ça va être tout le contact peau à peau la maman et le bébé, et pour la maman pour le bébé et le partenaire aussi. mais est-ce qu'on a des ressources si on ne veut pas allaiter, des ressources pour bien nourrir son enfant, pour Ah oui, bien sûr, mais c'est beaucoup plus facile en fait, dans le sens où tu as un cadre, c'est très cadré dans ces cas-là. Voilà, Quand oui. tu veux pas allaiter, les biberons, il faut trouver la marque que tu veux, la marque qui te convient. Donc, en fonction, bien sûr, il y a des gens qui vont être plus intéressés de donner quelque chose de très hypoallergénique ou quelque chose de pas du tout basé sur le lait de vache. Donc, déjà, en fait, ça, le choix du lait va être déjà très personnel. En fonction des parents et en fonction de la situation familiale. Et après, comment donner le biberon? Le biberon, ça va être beaucoup plus facile dans le sens où la mesure enfin voilà, tu mesures, tu vas pas faire C'est à la demande objectivé. en fait. Voilà. Ça va être vraiment beaucoup plus cadré. C'est plus d'accord. cadré. Et puis aussi, Ah, je dirais que en fait, par rapport à ça, j'ai oublié ce que je voulais dire. Je sais plus. J'avais un truc en tête, mais désolée. Mais peut-être mais qu'elle est... après, maintenant, les biberons, maintenant, il y a des techniques pour donner le biberon pour que ça ressemble. Il y a ce qu'on appelle le pace bottle feeding, est une manière de donner le biberon qui ressemble à la manière de donner le sein, dans le sens où le bébé ne reçoit pas trop vite. Donc, c'est vraiment de rythmer la prise de biberon avec le bébé. Donc, il y a des techniques comme ça pour essayer de. Mais ce qui va falloir favoriser, c'est vraiment beaucoup le pot à pot avec la maman et le maman et le bébé, et le partenaire et le bébé, quoi. Mais après, oui, la technique, et maintenant, en fait, à l'heure d'aujourd'hui, les biberons, il y a tellement des tas de biberons qui peuvent vraiment permettre une transition pour que ça ressemble à au même vécu. Merci beaucoup. Ça permet aussi au papa d'intervenir
d'intervenir plus Et moi, facilement. si je pouvais juste rajouter une petite chose, c'est que je pense que c'était un peu le sujet du jour, mais c'est vraiment comment accompagner au mieux les femmes, les couples, euh, Mhm. avant et après. Et dans cette notion d'accompagnement, ce que j'ai bien aimé, je crois que c'est Élise, tu l'as dit tout à l'heure, mais il n'y a pas de dogme. Et on est vraiment dans l'accompagnement au plus près de ce que, enfin, on espère au plus près de ce que les gens souhaitent. Alors, je ne suis pas consultante en lactation, en l'occurrence, mais j'ai quand même une formation en allaitement. Et je pense que quand je parlais de l'importance de la préparation à la naissance et l'importance, on parlait du projet de naissance, mais vraiment, il y avait une raison pour cette chronologie qu'on a choisie aujourd'hui, c'est que les choses, en les préparant bien en amont, on arrive aussi à cerner quel est le couple et voilà, quelle est cette famille que l'on veut accompagner, voilà, qui a besoin de nous, ou qui souhaite être accompagnée, et on va s'approcher au plus près de ses attentes aussi, que ce soit de l'allaitement, pas de l'allaitement. Ou... Après, je dirais, enfin, évidemment, c'est important, évidemment, mais ce qui est important, c'est que le couple et la famille aient les informations, et voilà, que ce soit toujours des choix éclairés et qu'ensuite ce soit pas j'ai choisi de donner le biberon parce que mon allaitement a échoué ou parce que j'ai pas eu les bonnes informations. Quand on choisit de donner le biberon, qu'on a eu les bonnes informations, qu'on n'en a pas voulu donner le sein, pour moi, il n'y a pas de sujet. C'est vraiment le principe juste de l'accompagnement et de pas se retrouver avec des gens qui sont dans l'échec ou Et dans qui la frustration. sont dans la frustration. Et c'est voilà, essayer de coller notre accompagnement au plus près de ce que les couples attendent. Voilà. Voilà. En étant bien informé. Ça me C'est paraît ça. ça me paraît un beau mot de la fin. Voilà. Parfait. Merci encore. Merci à vous. Merci à vous. À bientôt pour de nouvelles aventures. Merci beaucoup avec Merci. Stade Oui. Pro. Merci à Merci. tous pour vos Merci à vous. interventions passionnantes. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.